intelligibilité puisqu'elle touche directement à une sorte d'informatique divinatoire basée sur le 0,1 ou d'autres valeurs telles que le 2 et le 3. Et elle traite directement de la théorie des ensembles. Donc elle est extrêmement, si vous voulez, utile au niveau logique. Bon, de façon un petit peu à détailler. Donc la géomancie est surtout connue au niveau de ce blason. Bon, moi je l'ai adapté à cette grille de lecture qui démarre en quelque sorte des origines bibliques et qui va jusqu'aux 12 fils de Jacob qui donneront les 12 tribus d'Israël. Bon, à partir de là, si vous voulez, j'avais fait un travail extrêmement important qui m'a permis en quelque sorte de concrétiser la géomancie prophétique et de la retrouver dans le tarot. Donc moi-même, je pratique les arts divinatoires depuis une trentaine d'années. Je les pratique d'une façon dans des salons commerciaux. Donc j'utilise toujours la tarologie et la géomancie. Ces deux pratiques, et très sommairement, j'utilise l'astrologie. Je ne suis pas un grand astrologue, j'ai quand même une vision assez superficielle de l'astrologie, surtout pour les compatibilités entre je suis de tel signe, je m'entends bien avec tel signe, et j'ai fait un mariage des deux astrologies, occidentale et chinoise. Elles sont très populaires, elles sont très connues, et elles sont très demandées. Bon, donc, mais j'ai quand même fait des travaux sur l'astrologie qui m'ont amené à, si vous voulez, à concevoir l'astrologie par rapport, voilà, par rapport, si vous voulez, à cette systématique géomantique qui donne une correspondance entre les figures de géomancie, les animaux du bestiaire du zodiaque, donc les emblèmes totémiques. Donc je suis juste à cette limite de l'astrologie où je m'intéresse beaucoup à la symbolique, ce qui me permet de rentrer dans les corpus mythologiques gréco-latins, aussi bien hindous, aussi bien et rentrer dans des discours très universitaires, psycho-ethno-sociologiques. Donc là, vous avez une petite idée là. Si vous voulez. Donc ce qui est très important dans ma théorie, c'est que j'arrive à passer des bigrammes au trigramme, et par une extension de ces deux modèles qui sont très connus dans la théorie chinoise, le modèle interne du roi Wen et le modèle externe de Fu Yi, j'arrive à passer à la correspondance géomantique occidentale avec le modèle externe, donc une astrologie solaire, à la correspondance avec le modèle interne par rapport à l'astrologie chinoise. Bon, je suis en ce moment en train d'élaborer des travaux, donc là je m'arrête à ce niveau-là, puisque je verrai plus tard, j'essaierai de publier quelque chose qui est assez concret. Si vous voulez poser des questions, vous posez des questions au fur et à mesure que je parle, de façon... Qui est connue, si vous voulez, elle nous vient des tribus nomades. Elle est surtout connue dans sa pratique. Les nomades faisaient des traits dans le sable, et à partir d'un nombre pair ou impair, ils mettaient une pierre ou deux pierres. Donc la géomancie est surtout connue à partir de ces 16 figures et de ce fameux blason. Bon, moi je mets des traits, mais on peut remplacer le pair par 2 points et l'impair par 1 point. Donc dans ce travail, si vous voulez, j'ai surtout fait un travail de synthèse et je travaille sur une géomancie qui part des bigrammes, monogrammes, bigrammes et surtout trigrammes. Et c'est surtout les trigrammes qui m'ont permis d'aller d'un savoir à un autre, de rentrer dans l'acupuncture, de pouvoir, si vous voulez, faire des synthèses et des compréhensions beaucoup plus logiques. Bon, donc je vais assez rapidement sur tous ces détails techniques parce que ça vous donne une petite idée. Donc vous voyez, c'est le modèle aussi très, très significatif, c'est cette fameuse théorie des ensembles. Et le fait, elle nous permet de travailler sur la logique du « et » et du « ou ». Donc une chose, au niveau de la logique aristotélienne, on a aussi une logique très souple. Bon, dans le discours de tous les jours, vous êtes obligé de signifier les choses en signifiant une valeur, mais la géomancie vous présente une gamme de possibilités beaucoup plus souple. Bon, elle permet, si vous voulez, surtout de travailler sur, on parlait des passerelles,
c'est les fameuses passerelles. Si vous voulez, on peut travailler sur un discours psychologique, sur un discours ethnologique. Donc la grande problématique à l'heure actuelle, si vous voulez, bon, on l'a vécu avec la guerre que nous fait l'Ordre des médecins. Bon, l'Ordre des médecins a commencé à interdire l'exercice illégal de la médecine à tous les discours psychologiques. Vous n'avez pas le droit de vous occuper des clients, seuls les médecins. Bon, ça fait 3-4 ans, ça commence à se stabiliser, les psychanalystes et les psychothérapeutes se sont fait reconnaître. Bon, ils ne sont plus, si vous voulez, ils ne prêtent plus le flanc à la critique d'exercice illégal de la médecine. Mais dans le domaine de la parapsychologie, de l'astrologie, on est loin de se faire respecter. Là, donc, moi, je suis particulièrement visé parce que j'ai un procès avec l'Ordre des médecins. Et là, j'arrive en cour européenne. Donc, il n'y a pas moyen de discuter en France. C'est vraiment, la justice française, elle laisse aucune chance. Et on verra ce que ça va donner. Donc, vous pensez, monsieur Gourdin, vous pensez que pour régler justement ce dialogue, ce contact entre le milieu des parapsychologues et le milieu des médecins, il y a donc un problème à qui est la faute et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc finalement c'est un problème de reformulation, de redéfinition. Oui, non mais on peut pas, il faut camoufler tout son discours derrière des termes. On n'a pas le droit d'utiliser le mot diagnostic, on n'a pas le droit d'utiliser le mot massage, il faut dire relaxation bioénergétique. Bon, pour faire une grosse critique, il n'y a que les médecins et les putes qui ont le droit de masser. Voilà. Entre les deux, le Reiki, le Shiatsu, tout ça, interdit. Il n'y a pas moyen de discuter. En fait, il y a un paradoxe là qui est très amusant. Le paradoxe, c'est que d'un côté, on pourrait regretter qu'il y ait des passerelles, de l'autre côté, c'est quand on en met qu'on a des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, une passerelle qui est posée là où elle n'est pas bien posée, fait encore plus problème qu'une absence de passerelle. Par exemple, le terme est trop bien posé, justement. Oui. Donc, voyez-vous, le terme est à double tranchant. Le terme ethnomédecine, par exemple, il est interdit. Bon, il ne faut pas ethno... Il n'est pas ici. On peut regretter que, effectivement, on n'établisse pas des passerelles, mais ceux qui essaient d'en établir de manière trop rapide et trop rapide, et bien finalement, ils ont autant de problèmes parce que affirmer qu'on fait partie d'un groupe alors qu'on n'en fait pas partie, qu'on n'a pas prouvé qu'on en faisait partie, c'est aussi grave que celui qui reste dans son coin. Donc là, il y a une dialectique qui est très intéressante. Parfois, il est bon de rester sur ses positions, et parfois, il est bon d'essayer de les... Et parfois, il est bon d'essayer de trouver un langage commun, mais on peut aussi vous reprocher d'utiliser le même langage que l'autre. Là, en l'occurrence, vous dites que vous soignez. Attention, ce mot soigner que vous voulez récupérer et vous voulez créer un lien entre vous et nous, eh bien ce mot-là, il n'est pas accepté. Et inversement, quand on parle un langage trop hermétique et trop ésotérique, là aussi, on va vous reprocher de ne pas pouvoir communiquer. Donc, si vous voulez, il y a Monsieur Alaïs. C'est justement ça Excusez-moi. le cœur du problème. Oui. Et justement, il faut revenir au statut lui-même de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, par définition, par sa nature même, n'est pas le cul entre les choses, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elle se situe exactement entre une méthodologie qui est scientifique d'un côté, et en même temps, elle est une sagesse, c'est-à-dire qu'elle oriente vers ce que j'ai appelé hier, c'est pour ça que j'utilise le terme paradoxal, science de l'âme, en redéfinissant l'âme hors religion. Hein. Et c'est parce qu'elle est entre guillemets, le cul entre deux gestes, c'est-à-dire qu'elle fait pont entre deux structures de pensée qui sont totalement différentes, que ce pont pose problème parce qu'on ne veut situer les astrologues soit comme des ésotéristes ou des spiritualos, tout ce qu'on veut mystique, soit on veut les classer dans la catégorie scientifique. Et c'est ça l'erreur. L'astrologie ne peut se classer ni d'un côté ni de l'autre parce qu'elle est une discipline en elle-même qui fait pont. Et c'est là il faut que les astrologues puissent assumer ce positionnement-là et y réfléchir en entier, même s'ils ont une préférence pour le côté scientifique, ou même s'ils ont une préférence pour le côté mystique, suivant leur nature, je dirais, de tempérament ou de recherche, il faut qu'ils puissent assumer pour la discipline astrologique elle-même qu'elle est elle-même un pont entre ces deux. Elle est le chaînon manquant entre science et conscience, ce fameux chaînon manquant qu'on cherche tout le temps. C'est ce chaînon manquant
C'est sa nature de chaînon manquant entre science et conscience qui en fait une discipline particulière et qui fait qu'elle est décriée d'un côté comme de l'autre. Les religieux détestent l'astrologie et les scientifiques détestent l'astrologie. Mais c'est un paradoxe parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Parce qu'elle, qui soi-disant est une science